Fin 2025, une nouvelle loi en Algérie fait grand bruit. L'idée, criminaliser son passé colonial. C'est un geste fort, un acte qu'on pourrait qualifier d'historique et qui, évidemment, a tout de suite fait couler beaucoup d'encre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette décision? Alors voilà, le récit officiel est posé. Mais, et si l'histoire que l'on nous raconte depuis des décennies était complètement à l'envers? C'est en tout cas la thèse d'une analyse assez dérangeante qui propose de voir ce passé colonial d'une manière radicalement différente. Accrochez-vous, ça secoue un peu les certitudes. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. D'après cette analyse, cette loi sur le passé colonial n'aurait en fait pas grand-chose à voir avec le passé. Non, ce serait plutôt une manœuvre politique bien huilée, une sorte de diversion, en somme. Le but serait simple, détourner l'attention des vrais problèmes, des difficultés bien réelles que le pays rencontre aujourd'hui. Pour bien saisir cette idée, il y a un concept clé à comprendre, celui de rente mémorielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'idée d'utiliser les blessures de l'histoire, les traumatismes du passé, pour en tirer un profit dans le présent. Un profit politique, économique. Et c'est exactement le reproche que cette analyse fait au gouvernement algérien. Se servir de l'histoire comme d'un bouclier pour ne pas avoir à répondre de ses propres échecs. Ok, premier gros morceau de l'analyse. L'accusation de génocide. Le mot est lâché, et il est évidemment très lourd de sens. On parle du pire crime qui soit. Sauf que, d'après cette analyse, si on se penche sur les chiffres, sur la démographie de l'époque, eh bien l'histoire qu'il raconte est tout autre, vraiment tout autre. Et voilà, le choc des narratifs est total. D'un côté, on a une accusation officielle, crime contre l'humanité, génocide, des mots extrêmement forts. Et de l'autre, l'analyse avance un fait qui semble aller à l'exact opposé, une croissance démographique explosive, du jamais vu même. Alors la question est simple, comment c'est possible ? Comment ces deux réalités peuvent-elles coexister? Le chiffre avancé est vertigineux, multiplié par 10. On passe d'environ 1 million de personnes en 1830 à plus de 10 millions en 1962. Alors comment on explique un tel bond? L'analyse pointe une direction très claire, les infrastructures sanitaires. Pensez-y, campagne de vaccination de masse, construction d'hôpitaux, de dispensaires, tout ça aurait fait s'effondrer la mortalité et mécaniquement, la population aurait explosé. Allez, on passe au deuxième grand thème, l'économie. Quand on pense à la colonisation, le mot qui vient souvent, c'est pillage. L'idée que la France a vidé le pays de ses richesses. Mais vous vous en doutez, l'analyse qu'on décortique ici, elle propose une lecture à 180 degrés de cette histoire. Donc on a deux histoires qui s'affrontent. La première, c'est celle du pillage, la France qui prend les ressources, qui s'enrichit sur le dos de la colonie, classique. Et la deuxième, celle de l'analyse, c'est tout l'inverse. C'est l'histoire d'une France qui aurait investi des sommes colossales, qui aurait injecté de l'argent pour construire, pour développer, au point, soi-disant, d'y perdre de l'argent. Et pour appuyer cette idée d'investissement, l'analyse sort une liste assez impressionnante de ce qui existait en 1962. On parle de 50 000 km de routes, 18 000 de voies ferrées, des dizaines de ports, des centaines d'aérodromes, d'hôpitaux, des milliers d'écoles, bref, tout en appareil d'infrastructures modernes. Et la conclusion de l'analyse, c'est que tout ça a coûté une fortune aux contribuables français, bien plus en tout cas que ce que la colonie a pu rapporter. Là, on touche à l'argument sans doute le plus provocateur de toute cette analyse. L'idée, c'est que l'Algérie elle-même, en tant que pays, avec ses frontières, son nom, eh bien, ce serait une création française, une création de la puissance coloniale que le pays veut aujourd'hui juger. C'est une affirmation assez radicale. Regardons un peu la chronologie proposée. Avant 1830, on n'a pas l'Algérie, mais la régence d'Alger, sous administration ottomane. C'est un ensemble de territoires assez hétéroclites. Puis la France arrive. Et selon cette thèse, c'est elle qui va assembler les morceaux du puzzle. C'est elle qui, en 1839, va donner à ce territoire unifié son nom, l'Algérie. Et c'est elle qui va tracer les frontières modernes qu'on lui connaît. C'est vraiment le cœur de l'argument ici. Et tout ça mène à la phrase choc de l'analyse, cette conclusion qui résume tout. En criminalisant la France, le régime d'Alger criminalise son propre acte de naissance. C'est fort. L'idée, c'est de pointer du doigt ce qui est perçu ici comme une immense contradiction. Ce qui nous ramène à la question de départ. Pourquoi? Pourquoi cette loi? Et surtout, pourquoi maintenant? C'est là que l'analyse boucle la boucle. La réponse, selon elle, est limpide. Tout ce retour vers le passé, toute cette rente mémorielle, ce serait en fait un grand alibi. Un écran de fumée géant pour cacher les problèmes bien réels de l'Algérie d'aujourd'hui. Et pour illustrer ces échecs du présent, l'analyse prend un exemple très parlant, l'agriculture. En 1962, l'Algérie exportait des céréales, des agrumes, du vin, elle nourrissait sa population et vendait le surplus. Aujourd'hui,
Le pays importe 60% des céréales qu'il consomme. Le changement est radical. Et pour l'auteur, cette situation pose une question directe sur la gestion du pays depuis plus de 60 ans. Et ce n'est pas tout. L'économie dans son ensemble est aussi pointée du doigt. Ce graphique est sans appel. L'économie algérienne moderne, c'est 95% les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Le reste, quasiment rien. Pour l'analyse, c'est la preuve d'un échec, celui de ne pas avoir réussi à construire une industrie, à diversifier. Bref, le pays vit sur sa rente sans vraiment produire autre chose. Et au final, après avoir exposé tous ces arguments, l'analyse se termine sur une dernière question, une question qui retourne complètement la situation. Elle ne donne pas de réponse, son but est juste de faire réfléchir, de bousculer les certitudes. Cette question, la voici. En fin de compte, qui devrait présenter des excuses à qui ? C'est sur cette interrogation, pour le moins vertigineuse, que se referme ce décryptage d'une perspective radicalement à contre-courant.